Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Critflix. Comme toutes les semaines, on se retrouve pour vous donner des news, des infos, pour vous faire des critiques avec mon cher David. Cette fois-ci, c'est un petit peu différent puisque nous sommes à distance pour des problèmes de planning. Comment vas-tu, David ? Eh ben, je vais très bien, je suis en pleine forme et je pense que c'est peut-être la seule fois que tu vas me le demander cette semaine, alors j'en profite. Ah oui, oui. Justement, je me suis fait la réflexion. D'ailleurs, j'ai réécouté le podcast et je t'appelle beaucoup mon cher David. Et donc, du coup, je vais arrêter de t'appeler mon cher David pour éviter les répétitions, comme c'est le cas, voilà, il y a à peine 10 secondes. Donc, on va essayer d'éviter. Je vais te trouver des petits surnoms, je pense, au fur et à mesure de la saison. Pas de soucis, mon cher David. Enfin, voilà. Donc, du coup, on va avoir, comme d'habitude, nos news. On aura notre sujet principal qui sera Equalizer 3. Nous avons vu le film, on avait envie de vous en parler. Donc, on va vous faire une petite critique, on va vous donner notre avis. Et ensuite, comme d'habitude, nous aurons les audiences et le programme télévision qui va arriver lors de la semaine prochaine. Écoute, on va tout de suite entamer nos news, c'est parti ? On fait pas de recommandations ? Si, on va faire des recommandations. on va faire des recommandations. Donc vous n'avez pas entendu le jingle, je n'aurais pas coupé cette séquence puisque j'ai oublié de faire les recommandations. Donc vas-y, David, quelle est ta recommandation de cette semaine ? Alors, tu sais que David, pour moi, je suis très honoré de parler avec toi sur Critflix et je trouve que tu es vraiment une personne exceptionnelle et j'aimerais dire au monde entier combien tu es capable de faire des choses incroyables sur ce podcast. Du coup, est-ce que j'ai le droit de faire 2 petites recommandations au lieu d'une ? Mais bien sûr, fais donc, tu as le droit. Alors, j'aimerais vous parler d'un film coup de cœur que j'ai vu cette semaine sur MyCanal et j'avoue que j'étais pas forcément d'un enthousiasme débordant à l'idée de le voir et c'est, on va dire, d'autant appréciable quand on s'attend pas à voir quelque chose d'incroyable et qu'on a adoré ce film. Et ce film, c'est un film qui est sorti au cinéma en début d'année qui s'appelle Le pire voisin du monde avec Tom Hanks et Rachel Keller. Le titre original, d'ailleurs, alors le titre déjà, je trouve, ne fait pas très envie. Je trouve que la traduction est pas terrible. Le titre original, c'est A Man Called Otto, donc un homme qui s'appelait Otto. Et c'est un film qui est extrait d'un roman à succès qui a marché très fort, notamment aux États-Unis. Ça raconte l'histoire d'un vieil homme un peu bougon qui n'a plus de raison de vivre depuis que sa femme est morte et il s'apprête à mettre fin à ses jours. Et au moment où il va pour se suicider, il y a une famille qui vient s'installer à côté et qui va lui demander quelque chose. Alors, il va aller les aider. Et petit à petit, en fait, on suit ce film de cette manière-là au début, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, il essaye de mettre fin à ses jours, le personnage joué par Tom Hanks, et au final, il y a toujours quelqu'un pour venir le déranger, pour l'empêcher de faire ce qu'il a à faire. Et en fait, je dois être très franc avec vous, je suis tellement fan de Tom Hanks que j'avais envie de le voir de base, mais et le titre, et l'affiche, et la bande-annonce ne m'avaient pas donné envie. D'ailleurs, on peut le dire, David, hein, on avait choisi de ne pas le diffuser dans notre salle de cinéma, d'ailleurs. Ouais, complètement. Et puis c'est vrai que cette affiche et ce titre, en fait, ça faisait vieille comédie potache sur un vieux bougon, tu vois. Enfin, c'est vrai que ça donnait pas du tout envie. Ouais. Ouais. L'impression que c'était quelque chose qu'on avait vu 1000 fois, C'est ça. alors qu'au final, enfin vraiment, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Et d'ailleurs, en préparant cette recommandation que tu as failli oublier, je suis allé faire un petit tour sur les sites de critiques et j'ai vu que si la presse était assez dure avec le film, eh bien en fait, les spectateurs avaient plutôt aimé et avaient donné des bonnes notes. Hein. Il est pas loin de 4, je crois, sur Allociné, Ah oui. autour de 3,7, 3,8 sur Allociné. C'est un film extrêmement touchant. En fait, ça parle vraiment du deuil, ça parle de deuil, ça parle de la fin de vie. On a beaucoup de flashbacks où on découvre cette très belle histoire d'amour entre Otto, le personnage joué par Tom Hanks, et sa femme. Donc il y a plein de jolis flashbacks avec vraiment c'est super touchant, c'est très bien filmé. Et en fait, ça parle du deuil et ça parle vraiment de cette histoire d'un homme qui est forcé de prendre sa retraite, qui a perdu sa femme et qui du coup va se réfugier dans tout un tas de petits travers du quotidien. Et en fait, ce qu'on voit dans la bande-annonce, ce côté voisin bougon un peu énervé par tout et rien, c'est vraiment juste le début du film. Petit à petit, ça devient une vraie réflexion sur la fin de vie, sur le veuvage et que devenir, qu'est-ce qu'on devient quand on a perdu la personne qu'on aimait le plus au monde et au final, ils n'ont jamais eu d'enfant, donc ils se retrouvent vraiment seuls. Et je trouve que le traitement est très bien fichu. C'est un film qui dure quand même 2h07. Ah oui. Donc voilà, preuve qu'entre guillemets, que ce n'est pas une petite comédie un peu vite expédiée. Et vraiment, je vous cache pas que j'ai versé ma petite larme à la fin. Et parce qu'on est tous pareils, hein, parfois on peut être un peu tenté de regarder son téléphone ou autre quand on regarde un film à la maison. Là, j'ai été absolument happé, je ne pensais plus à autre chose qu'au film. Et le lendemain,
au boulot, j'avais plein de scènes qui me revenaient. Et ça, c'est assez rare pour être signalé. Donc, ne vous fiez pas à l'affiche ou à la bande-annonce qui a l'air un petit peu potache, etc. Si vous êtes abonné MyCanal, je vous invite à le voir, à le découvrir. Il est encore disponible, je crois, quelques semaines. Ça s'appelle Le pire voisin du monde. C'est un film de Mark Forster avec Tom Hanks dans le rôle principal. Eh ben écoute, super. Bah tu vois, tu m'as donné envie de le regarder. J'hésitais à le regarder parce que j'avais vu déjà des premières critiques qui disaient que ça ne ressemblait pas à l'affiche, enfin que c'était pas le film qu'on attendait. Donc ça me tentait déjà un peu, mais là tu m'as convaincu. Je pense que j'irai le voir. Moi, ma recommandation, avant que tu passes à ta deuxième, comme ça on fait une sur deux. C'est une recommandation en demi-teinte puisque je vais vous parler de The Bear. J'ai enfin vu cette fameuse série sur Disney+. Qui est tant appréciée par pas mal de monde. Et pourquoi elle est en demi-teinte? Alors il faut savoir que l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme qui reprend le restaurant de son frère qui vient de décéder, et son frère lui a légué sur son testament, il est obligé de reprendre le restaurant. Lui a travaillé dans des restaurants étoilés, sauf que le restaurant de son frère, c'est une vieille sandwicherie en plein milieu de Chicago, et donc du coup il va devoir s'adapter à son équipe, il va devoir en plus de ça gérer ses problèmes familiaux, et on va avoir un écho sur plusieurs personnages, comment ils s'en sortent, comment ils apprennent à se connaître, etc., etc. C'est une série qui ne fait pas de cadeaux, et c'est vrai que c'est assez compliqué. Je vais essayer de pas trop en dire parce que j'aimerais en faire tout un article justement, et j'aimerais vous gardiez quand même la surprise si vous vous lancez dans la série. Mais il faut savoir que la série va pas être cool avec vous. C'est-à-dire que c'est pas une série doudou que tu vas regarder avec un petit plaid et un petit chocolat chaud. Ouais. En fait, les personnages hurlent en permanence, ils se gueulent dessus, ils sont violents les uns avec les autres. Il y a vraiment une mésentente au début, et la relation entre les personnages va se créer vraiment tout doucement, vraiment tout doucement. Mais ce qui est exceptionnel, c'est la réalisation, en fait. La réalisation de la série est top. Il y a un épisode qui ne se passe que sur un seul service, et l'épisode est totalement en plan séquence. C'est un plan séquence de 35 minutes. Donc on a vue sur les cuisines, vue sur la salle, vue sur les cuisines, et la caméra ne s'arrête jamais. Alors qu'est-ce que c'est un vrai plan séquence ou pas, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu les coupes, mais en tout cas si c'est un vrai plan séquence, c'est extraordinaire. Et on a aussi un épisode de Noël dans la saison 2 qui a une réalisation qui va faire une espèce de montée en tension familiale avec tous ces personnages qui vont se croiser, raconter des histoires qui on a l'impression que ça n'a pas beaucoup d'importance et qui finalement vont ressortir. Et le dernier point positif, c'est tous les guest stars. On peut avoir Bob Odenkirk qui joue dans Breaking Bad, on a Will Poulter, on a Olivia Colman qui fait un tour aussi dans la série. Enfin, on a énormément John Bertal aussi, l'acteur qui joue dans Daredevil, qui fait The Punisher, Ouais. et qui jouait aussi dans The Walking Dead. Enfin voilà, c'est vraiment, la série est vraiment... Je pense qu'on verra jamais une série comme ça deux fois. Il y a une troisième saison qui est en production, il y a déjà 2 saisons de sortie. Mais vraiment, faites attention, n'allez pas voir ça comme une sitcom. C'est une série qui va pas vous prendre par la main. C'est assez compliqué à regarder. Parfois, il y a certains épisodes qui sont assez lourds. On a presque envie de les passer, mais on a peur de louper des choses pour les épisodes d'après. Donc voilà, je vous conseille la série, mais attention, c'est quand même une série assez violente pour le spectateur, quoi. Mon cher David, ta deuxième reco? Bah, elle va être très brève, mais parce que au moment où cet épisode sort de Critflix, si je dis pas de bêtises, on va être le vendredi 27 octobre, on est en approche d'Halloween, et c'est vrai, alors on pourra en parler quand on parlera des audiences, mais c'est vrai que j'entends tout le monde hurler après les chaînes de télé qui passent des téléfilms de Noël dès les vacances d'octobre, mais au final, les audiences sont excellentissimes, donc les gens râlent, mais les gens regardent, comme souvent Ouais, d'ailleurs. comme d'habitude. Et j'ai eu envie de me plonger un petit peu dans l'univers d'Halloween et vous conseiller un film qui malheureusement depuis quelques jours n'est plus disponible nulle part. Donc à part en VOD, ça va être difficile de le voir. Moi, je ne vous cache pas que j'ai commandé le Blu-ray hier parce que j'avais vraiment envie de le revoir. C'est un film qui m'a bien plu qui s'appelle La prophétie de l'horloge Ah oui. avec Jack Black et Cate Blanchett qui est sorti en septembre 2018. Et donc, en plus, c'est vrai que nous qui avons l'habitude dans notre cinéma de proposer un après-midi Halloween tous les ans, c'était le tout premier après-midi Halloween que nous avions proposé dans notre salle. Donc, en plus, j'ai ce côté un petit peu nostalgique, mais je trouve que c'est un film super chouette pour Halloween à voir en famille, tel que je pense j'aurais aimé le voir enfant. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Lewis, qui a 10 ans, et qui part vivre chez son oncle dans une espèce de vieille maison qui fait bien manoir hanté, dont les murs résonnent, et dans les murs, il entend un mystérieux tic-tac tout au long du début du film. Et en fait, il va se rendre compte que accidentellement, en parcourant cette maison, il va réveiller les morts. Donc cette petite ville qui avait l'air un peu tranquille, en fait, va se trouver submergée par des sorcières, de la magie, etc.
Et c'est un film vraiment. Alors pour le coup, je suis pas en train de vous dire que c'est le film de l'année, que c'est super bien réalisé ou que c'est un scénario incroyable, mais je trouve que c'est un chouette film familial et c'est assez appréciable. C'est vrai que je le dis souvent, mais d'avoir des films où il n'y a pas de préquel, où il n'y a pas de séquel. Vous Ouais. avez vu La prophétie de l'horloge, vous avez vu toute l'histoire et c'est vraiment un film familial. Alors attention, c'est vrai que nous au cinéma, quand on l'a passé, c'est pas qu'on a regretté, mais on s'est dit, il aurait peut-être fallu dire pas trop avant 7-8 ans parce qu'il y avait des jeunes enfants, je pense qu'il y avait 6-7 ans dans la salle, et Ouais. qui ont eu vraiment peur par moment, alors qu'au final, voilà, il n'y a pas de quoi effrayer des jeunes de 9-10 ans, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même Ouais. quelque chose auquel il faut faire un petit peu attention. Mais c'est vrai que j'ai passé un très bon moment devant, et ça me fait penser un petit peu aussi au film Chair de poule, qui était vraiment très sympa aussi, Ouais, complètement, ouais. alors, qui est sorti il y a 3-4 ans aussi. Alors pour le coup, lui, il a une suite, mais c'est vrai que des films comme La prophétie de l'horloge, comme Chair de poule, ou comme Le manoir hanté, même si dans un registre différent sorti cet été, voilà, c'est des petits conseils pour la période d'Halloween que j'avais envie de vous distiller. Et c'est vrai que La prophétie de l'horloge, je l'ai vu une seule fois en salle et j'en ai vraiment un très bon souvenir, et j'attends donc que le Blu-ray arrive dans ma boîte aux lettres dans les prochains jours. Bah, tu sais que je l'ai jamais vu, et ce sera avec plaisir de pouvoir le regarder à l'occasion, Ouais, parce que ça avait l'air très j'ai très compris, il chouette. faut que je te le prête, quoi. Ah oui, déjà que je t'ai pas Faut que rendu Last Non, mais Christmas. ah, d'accord, bah, je savais pas que tu l'avais. Bah si, et j'ai d'ailleurs rencontre du troisième type qui attend au cinéma depuis un moment, parce que je l'ai vu et j'attends de te le rendre, mais à chaque fois j'oublie. Donc le Blu-ray est au cinéma, et à chaque fois j'oublie de te le rendre. D'accord, ok, Voilà, ça voilà, marche. c'était l'anecdote complètement privée de David et David. Ouais. Bref, et ben écoute, super reco, je pense que voilà, les gens ont de quoi se mettre sous la dent en attendant la prochaine émission. On va tout de suite du coup passer à nos news, cette fois-ci pour de vrai. Alors mon cher David, ah ben voilà, tu vois, je l'ai refait. Non mais c'est fou, hein, Mais ce cher je David. suis cher à ton cœur et c'est tout. Mais C'est tout. c'est pour ça, on peut pas faire autrement, je pense, je vais être obligé de t'appeler comme ça jusqu'à la fin. Quelle est ta première news? Alors, je parlais d'une nouvelle qui est pas forcément super fun pour les fans de chez Marvel. Dans 20 jours, enfin dans une vingtaine de jours, dans un peu moins de 3 semaines, c'est le magazine Première qui nous raconte ça. Aux États-Unis, va sortir The Marvels, tout en pleine grève des acteurs. Et en fait, il y a un phénomène dont on parle beaucoup en ce moment aux États-Unis qu'on appelle de super-héros fatigue. Voilà, tout simplement une espèce de lassitude des films de super-héros. On l'a vu chez DC Comics hein, avec les échecs de Shazam. Bon, c'est vrai que Shazam, c'était presque un peu attendu, mais The Flash, qui n'a pas marché très fort, finalement, c'est Blue Beetle qui s'en est sorti le mieux, tout en faisant quand même quelques déficits. Et en fait, Marvel Studios a eu des chiffres qui viennent euh, d'entreprises spécialisées comme NGR qui prédisent des recettes autour de 70 à 88 millions de dollars Waouh, pour Marvels, c'est pas beaucoup. ce qui est vraiment très très faible. Rappelons que Captain Marvel, elle avait rapporté 153 millions, pardon. Et donc là, on estime que The Marvels devrait faire la moitié entre 72 et 88 milliards. Millions. Oh purée, millions, je vais y arriver, entre 72 et 88 millions. Et donc, 25 films Marvel ont dépassé les 100 millions de dollars sur le sol américain sur les mêmes périodes, mais il semblerait que tout ça soit loin derrière nous. Et c'est vrai que les gens sont de moins en moins enthousiastes à l'idée d'aller voir des films de super-héros. Alors, Deadpool 3, on espère beaucoup chez Marvel hein, le succès de Deadpool 3. Rappelons que Deadpool, c'est un personnage Fox, donc Ouais. la Fox a été rachetée par Marvel, mais qu'il risque d'être repoussé en raison de la grève actuelle des acteurs, et qu'on a aussi les films Captain America, Brave New World et Thunderbolts qui vont être scrutés de très très près. Et vraiment, ces trois films-là, si les résultats sont décevants, il pourrait y avoir vraiment une remise en question chez Marvel, chez Disney, de voir quelle politique adopter. Est-ce qu'il ne faut pas en sortir un peu moins, mais un peu mieux? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se recentrer sur des héros très populaires, quitte à ce que tous les films soient un peu des mini-Avengers dans lesquels on pourrait retrouver plusieurs super-héros qui se réunissent? En tout cas, il y a un vrai questionnement aux États-Unis autour du film de super-héros, et je trouvais ça assez intéressant de vous en parler aujourd'hui. Ouais, complètement. Surtout qu'il y a eu cette théorie de soft reboot. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Je crois que c'est sur Variety, où en fait certaines voix commencent à s'élever du côté de chez Marvel, en disant que Kevin Feige serait peut-être en train de penser à un soft reboot grâce à Secret Invasion, pour pouvoir D'accord. rebooter certains personnages, voir si l'univers Marvel se fatigue trop. Il pourrait recommencer comme chez DC en fait, pour refaire un reboot, recommencer à zéro, refaire un nouvel Iron Man par exemple. Surtout qu'en ce moment on est en pleine histoire de multiverse avec Loki, etc. Donc ils ont énormément de clés à droite à gauche qui leur permettraient, si vraiment toute cette saga commence à trop fatiguer, de pouvoir recommencer à zéro.
Donc c'est une théorie comme une autre et bon qui est à prendre en compte parce que c'est vrai que cette grosse fatigue et financière et au box-office commence à peser et pour les fans et pour Disney, ça c'est sûr. Ouais, ouais, c'est clair. Et je pense que, ben voilà, hein, rappelons qu'Iron Man, c'est 2008, que Mm. le vrai renouveau du cinéma de super-héros, c'était quand même les Spider-Man de Sam Raimi en Ouais, 2002, complètement. et que donc on a passé 20 ans, et c'est vrai qu'il y a encore une dizaine d'années, il suffisait de sortir un film de super-héros pour que ça marche. Et là, finalement, bon, les Gardiens de la Galaxie 3 font un peu illusion, puisqu'ils ont quand même plutôt bien marché, mais encore une fois, c'est une franchise connue sur laquelle les gens s'appuient, et c'est quand même pas rien, un film Marvel réalisé par le président de chez DC Comics Cinéma. C'est vrai. Mais c'est vrai que finalement, parmi les derniers gros succès, ça reste The Batman, qui avait Ouais. marché très fort. Mm, mm. Mais The Batman, il commence d'avoir il va bientôt avoir 2 ans, hein. Donc Ouais, c'est vrai. c'est vrai que on peut se poser des questions. Du côté de chez Netflix, par contre, ça, on s'en sort plutôt bien, puisque je vais vous parler des chiffres qui sont sortis actuellement. Hein, forcément, ils s'en sont vantés. Sur la période annuelle, on est sur une hausse de 7,8%. Les revenus sont de 8,5 milliards de dollars, avec un revenu opérationnel de 1,9 milliard. On était à 1,5 l'année dernière, donc cette marge est à 22,4%. Contre 19,3% en 2022. Ça se passe plutôt bien du côté de chez Netflix. On recense également 247 millions d'abonnés mondiaux, soit 8,8 millions de clients en plus. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi de leur côté. Et forcément, tout ça a amené à la décision ultime de chez Netflix, celle que tout le monde attendait tous quand on voit ces chiffres-là, c'est forcément une augmentation des tarifs, bien entendu. Puisqu'à partir de janvier 2025, votre forfait 4K passera à 19,99€ en France. Je crois que c'est 21,99$ aux États-Unis si je ne me trompe pas. Donc une augmentation de tarif, pas d'augmentation de tarif par contre pour la version avec des publicités. Donc celle-là restera, je crois, c'est à 5,99€ si je ne me trompe pas. Alors attention, le problème de tous ces forfaits-là, surtout chez Netflix, c'est le souci de la résolution de l'image, puisque Ouais, si vous avez ouais, une ouais, magnifique ouais. télé comme la mienne qui fait 55 pouces, il est complètement stupide de prendre un forfait avec des pubs à 5,99 puisque vous avez droit qu'à du 720p au lieu du 4K, donc c'est franchement pas une bonne idée. Et le forfait, je m'en suis plaint, on va dire encore une fois sur Twitter, c'est vrai qu'on aimerait quand même un forfait solo 4K pour les gens qui ont juste une télé 4K, ils voudraient en profiter juste sur leur télé. Je n'ai aucune utilité à avoir Netflix ailleurs que chez moi, et j'aimerais pouvoir en profiter sur un seul écran. Je trouve ça un peu dommage d'imposer aux gens pour avoir de la 4K de prendre 4 écrans et de devoir payer 20€ Ouais. par mois. Et encore une fois, cette augmentation de tarif est quand même un petit peu exagérée au vu des résultats annuels de la plateforme. Voilà pour cette première news. Je reviendrai sur Netflix tout à l'heure, mais je te laisse avec toi et ta deuxième news. Ouais, non, je dirais juste en conclusion que, comme on le disait avec un ami l'autre jour, c'est vrai que quand même, cette somme de 20 €, c'est un palier psychologique important, Mais hein. complètement. Il y a beaucoup de gens qui veulent la 4K et en fait, 20 €, ça commence à faire cher. Alors, je crois que le tarif que j'ai, moi, à 2 écrans à 13,49 ne bouge pas, mais c'est le tarif un écran et 4 écrans qui monte C'est ça. donc. Et c'est vrai qu'arriver quand même à une somme de 20 €, c'est pas rien. Moi, je vais vous parler d'un super-héros, presque super-héros, rapidement, c'est James Bond, puisqu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur Internet autour du film James Bond, qui sera le prochain réalisateur, qui sera le prochain acteur, puisqu'on rappelle que depuis No Time to Die, Daniel Craig a tourné la page de la franchise. Et en fait, la productrice, qui s'appelle Barbara Broccoli, comme ce cher petit légume que l'on aime tant, sauf qu'il y a 2 C à brocoli, donc j'imagine qu'on prononce broccoli, a donné une interview à The Guardian en disant qu'on n'était pas prêt de revoir un nouveau James Bond au cinéma. Elle veut vraiment une réinvention de la franchise et elle dit qu'elle n'a même pas encore commencé, qu'il y a une longue route à parcourir encore avant qu'on soit prêt à réinventer James Bond pour un prochain chapitre. Il faut dire que elle explique que Daniel Craig leur a donné la possibilité d'exploiter la vie émotionnelle du personnage. Et elle explique qu'entre 2006 et 2020, Daniel Craig a incarné le James Bond d'une époque et qu'ils veulent vraiment réinventer un nouveau James Bond, plus ancré dans les années 2020 et par la suite. Alors, évidemment, il y a plein de rumeurs autour de qui sera le nouveau James Bond. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de favori qui se démarque. Et on sait aussi que James Bond est une franchise qui est chez Universal et que Christopher Nolan a plusieurs fois fait des appels du pied en disant qu'il adorerait réaliser un James Bond.
Et avec le succès récent d'Oppenheimer, on peut imaginer que Universal pourrait se dire oui, pourquoi pas. C'est une rumeur en tout cas qui en fait est une rumeur que Nolan a lancée lui-même, hein, en faisant un appel du pied en disant qu'il adorerait réaliser James Bond. Ce qui est sûr, c'est que d'ici quelques jours, on va voir débarquer sur Prime Video une espèce de série réalité qui s'appelle 007 Road to a Million. Oui, j'ai vu ça. Je sais pas si tu en as entendu parler, Ouais, bien sûr. mais voilà. La productrice dit aussi que c'est juste pour mettre quelque chose un peu sous la dent aux fans de James Bond, mais que leur objectif principal, c'est de réaliser des longs métrages. Parce que beaucoup se disent, et je pense qu'elle répond un peu à ces rumeurs, que si cette émission marche bien, on pourrait voir débarquer une série spin-off sur Prime Video, par exemple, avec des personnages de la saga ou d'autres 00 qui ne seraient pas forcément James Bond. Mais là, elle réaffirme, nous réalisons les films Bond pour le grand écran et tout ce qui concerne les films Bond est destiné au public du monde entier sur ce format, au cinéma. Nous n'avons pas vocation à faire de la télévision. Fin des rumeurs, donc, pour la productrice du célèbre agent 007. Bon, après, les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent, mais c'est vrai que c'est Ouais, quand même une bonne évidemment. nouvelle de voir cette productrice nous dire que ils comptent quand même faire des films pour le cinéma. Ça reste Prime Video, ça reste Amazon. En fonction du budget qu'ils auront et qu'ils voudront placer dans ces films-là, on n'aura pas forcément accès à la qualité qu'on a eue sur les derniers films MGM. Mais bon, on verra bien. De toute façon, le catalogue est chez eux maintenant. On est obligé d'attendre pour voir ce que ça peut donner. Après, cette série télé-réalité 007 Road to Million, bon, bah, on verra ce que ça donne. Des séries spin-off, moi je serais pas contre, effectivement. C'est vrai que l'univers de 007 est quand même plutôt marrant et il mériterait quand même d'être étoffé. Donc voilà, et puis avoir pour le remplaçant de Daniel Craig, à mon avis, il faudra qu'il prenne un acteur assez jeune. Je suppose que s'ils veulent rebooter la série, il faudra qu'il tienne quand même quelques années, le pauvre garçon. Bah oui, c'est un peu ça, et c'est ce que je me dis aussi, parce que effectivement, on parlait par exemple beaucoup d'Idris Elba. C'est vrai que moi j'aurais vraiment adoré voir Idris Elba dans ce rôle, mais ça reste quand même, il a plus de 50 ans, je crois, hein. Donc c'est vrai que je pense qu'ils vont plutôt essayer de se tourner vers quelqu'un qui peut-être, à l'image de Daniel Craig, pourra faire 4 ou 5 films. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, en attendant, de toute façon, donc la réécriture se lance, ils auront bien le temps de voir les nouvelles figures du cinéma qui débarquent et puis choisir quelqu'un en fonction des avis des spectateurs aussi et de la qualité du jeu d'acteur des nouveaux arrivants à Hollywood. En attendant, on aura de quoi se mettre sous la dent si vous êtes fan de gaming chez Netflix, puisque Netflix a décidé d'étoffer son catalogue jeux vidéo. Alors, ils ont été francs, ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux forcément, puisque la partie gaming n'est disponible que sur une partie des téléphones Android, pas encore chez iOS en plus il me semble, si je me trompe pas. Et donc ils ont décidé d'étoffer le catalogue pour, encore une fois, ce qu'on appelle le temps d'écran. On en avait parlé la saison dernière, je crois, tous les deux. Netflix Ouais. essaye de faire du temps d'écran. Le temps que vous passez sur Netflix à jouer à des jeux vidéo, à les tester, ne serait-ce que 5 minutes, c'est du temps que vous ne passez pas sur votre PS4 ou votre PC à jouer à des jeux Epic Games. Donc ça les arrange. Dans tous les cas, ils vont créer un jeu vidéo Squid Game. Apparemment, des jeux vidéo tirés des films Taylor Rake ou encore Black Mirror, et puis aussi peut-être quelque chose sur mercredi. Ils n'ont pas donné par contre d'informations sur le type de jeu que ce sera. Je sais pas, on verra. De toute façon, ce seront des jeux qui seront dédiés au téléphone, donc il faudra s'adapter au côté smartphone et au petit écran. Donc on attend ça, pourquoi pas. Ils ont fait appel à des gros studios quand même pour créer ces jeux-là, donc on leur fait confiance, et puis si ça ne fonctionne pas, dans tous les cas, ils auront de quoi se replier sur leurs films et leurs séries. Je sais pas si t'as déjà testé, toi, ces jeux vidéo sur Netflix? Non, jamais. C'est vrai que ça reste encore un service annexe, je pense, hein. Je sais que des amis avaient fait le petit jeu Stranger Things, qui m'avaient dit que c'était plutôt cool. Ouais. Mais moi, non, c'est vrai que je me dis, j'aime beaucoup les jeux vidéo, mais mon emploi du temps perso me laisse déjà assez peu de temps pour y jouer aux jeux que j'achète. Alors c'est vrai que Netflix, pour le coup, j'avoue, je m'y ai jamais vraiment penché. Dans tous les cas, le but, encore une fois, comme on le disait la semaine dernière avec les magasins qui arrivent, c'est le fait d'étendre leur popularité, d'étendre leur image sur énormément de choses différentes, ce qui vont leur permettre d'être présents partout. Et quand on pensera plateforme de streaming, c'est déjà le cas. La première chose à laquelle on pense, c'est quand même Netflix. Et donc le but, c'est que ça reste le cas pour le moment, que la première chose à laquelle pense une personne qui n'est abonnée à aucune plateforme, c'est d'essayer d'abord Netflix avant d'en essayer une autre. Et je trouve que pour l'instant, leur pratique fonctionne plutôt bien. À savoir que si vous êtes fan de Squid Game, arrive le jeu télévisé sur Netflix, Squid Game. Donc ce ne sera pas une série, ce sera un vrai jeu télévisé. Il y aura pas de mort, par contre, normalement, si tout se passe bien, mais il y aura bien apparemment de l'argent à la clé et des mini-jeux avec des personnes qui sortent au fur et à mesure quand elles ont perdu les jeux en question. Ça sortira, je crois, d'ici la fin de l'année. Tu as une dernière news, il me semble, mon David?
J'ai pas mis cher là, t'as vu? Oui, je suis. Voilà, maintenant c'est le pronom possessif, hein, Ouais. personnel, Bah, mon ouais. David. Ouais, et du coup, c'est encore plus bizarre, je pense. Donc, je ne sais pas comment je vais t'appeler à partir de maintenant. Alors oui, je voulais vous parler de TF1 qui multiplie ses projets. C'est un article passionnant qui est sorti dans le journal Le Parisien, si vous avez eu l'occasion de le lire, dimanche dernier, donc le dimanche 22 octobre, et dans lequel on a enfin quelqu'un, un dirigeant de chez TF1, c'est Xavier Gandon, hein, le directeur des antennes, qui communique sur le renouvellement de ces nouveaux projets pour la chaîne. Rappelons quand même les grands chamboulements, on en a parlé sur TikTok cette semaine, si vous ne nous avez pas vu, ou en réel d'ailleurs sur Instagram. C'est l'arrivée de Camille Combal à 23h tous les jeudis, avec Camille et Images dans une version hebdomadaire, avec toute une bande autour de la table. Ça va être une émission d'humour, une émission d'humeur, dans le cadre de ce grand vidéoclub télévisuel créé par Camille Combal il y a maintenant un peu plus de 2 ans, je crois. C'est aussi l'arrivée de Bruce Toussaint en matinale et en direct, ça c'est important de le noter, dès le mois de janvier. Et c'est aussi le retour de Plus belle la vie. Alors effectivement, on nous raconte dans cet article assez passionnant que c'est le journal Le Parisien eux-mêmes qui ont un peu provoqué involontairement cet électrochoc chez TF1, puisque en mars, et on vous en avait parlé sur Critflix, c'est dommage que c'est pas Critflix qui leur ait fait ce petit déclic à Ah, c'est TF1, mais bon, dommage. Le Parisien écrit en mars que France 2 pourrait devenir leader à terme face à TF1. Et en fait, il y a un salarié qui explique que si cette chose-là, elle était dans les esprits de tous les salariés de TF1, le voir écrit noir sur blanc, ça a été un véritable électrochoc. Ouais. Et donc, le président de TF1, Rodolphe Belmer, a voulu vraiment essayer au maximum de créer des nouvelles choses pour que TF1 reste leader. Alors, on l'a dit, Camille et Images, qui va arriver tous les jeudis soirs, l'idée, c'est de rebooster les audiences des deuxièmes parties de soirée, et notamment du jeudi, dans une tranche où Coé cartonnait entre 2003 et 2008 avec sa fameuse méthode Coé, et puis ça a été remplacé par des rediffusions de séries américaines. Alors, Camille Gandon dit: nous avons eu envie de redynamiser cette case, notamment auprès du public jeune. De plus, Camille souhaitait aussi faire une version de Camille et Images encore plus fun autour des images de la semaine. Et c'est ça qu'on vous a pas dit dans le TikTok, c'est que maintenant c'est un peu plus précis, c'est que ce ne sera pas des images d'archives comme dans la version Camille et Images de base, ce sera vraiment reprendre, alors un petit peu à l'image que faisait Touche pas à mon poste au tout début. Hein. Touche pas à mon poste, il faut rappeler qu'au début, avant que Cyril Hanouna se lance dans la politique et autres, c'était une émission de divertissement sur France 4 le jeudi soir en deuxième partie de soirée, et qui repassait des images uniquement de la semaine, les images les plus drôles de la semaine de la télé. Et donc, c'est un peu le même principe, là, je pense, que veut lancer Camille Combal avec des chroniqueurs autour d'une table. Concernant la matinale, c'est vrai qu'on dit que c'était très surprenant parce qu'on ne s'attendait pas à cette annonce un mois seulement après la rentrée. Un certain salarié qui reste anonyme qui dit que c'est un vieux serpent de mer dans les couloirs de TF1. Mais aujourd'hui, cette grande émission du matin, sur une tranche qu'on imagine peut-être de 3 heures, est un pari risqué, car en face, il y a Télématin sur la 2 Ah qui oui. cartonne et les chaînes info qui ont des audiences très très bonnes en matinée. Mais comme on le dit chez TF1, tout leader qui se respecte doit avoir son grand rendez-vous du réveil. Xavier Gandon dit: le direct reste le cœur de promesse de la télévision, qui est non réplicable par les plateformes. Précise par ailleurs Xavier Gandon. C'est-à-dire qu'il dit: il suffit de voir la puissance continue des éditions d'information ou du sport, c'est totalement l'ADN de TF1. C'est-à-dire qu'en fait, ils se rendent compte que ce qui marche le mieux sur TF1, c'est le sport, et c'est les grandes éditions en direct, comme on a pu avoir le 14 juillet pour le défilé, le Ouais. 23 septembre dernier avec la visite du pape à Marseille, ou les grandes soirées électorales, etc. C'est vraiment ces grands moments fédérateurs en direct, c'est ce qui marche le mieux, et du coup, ils veulent créer du direct tous les jours, même s'il le dit, hein, il va être un peu difficile de jongler avec les 750 heures annuelles de programme jeunesse imposées par l'ARCOM. C'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Sans oublier Amour, gloire et beauté, Les feux de l'amour. Et alors, Xavier Gandon le dit clairement: nous sommes en train de travailler sur une grille qui nous permet de proposer ces 2 feuilletons, ainsi que notre matinale, les dessins animés et télé-shopping. C'est-à-dire que nous, on avait imaginé que télé-shopping disparaîtrait peut-être, mais Ah non. oui, Il voudrait apparemment non. réussir à tout faire tenir dans la matinée. Donc, ça va être un sacré challenge. Hein. Et puis donc, sur Plus belle la vie, effectivement, le tournage a commencé. Alors, il y a des rumeurs, la série pourrait changer de nom et s'appelait Mistral avec un 3 à la place du A. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux. Ah non, j'ai pas vu. Mais en tout cas, Xavier Gandon dit: les fictions françaises quotidiennes sont de très grands succès à l'antenne, comme sur notre plateforme MyTF1, avec des millions de vues à chaque épisode. Plus belle la vie est une super franchise avec des personnages auxquels tout le monde est attaché, un savoir-faire de production et la mise en situation de Marseille.
Mais par contre, il refuse de dire à quel moment ce sera diffusé. Les rumeurs, quand même, sont de plus en plus insistantes sur une diffusion après le journal de 13h, c'est-à-dire en gros de 13h30 à 14h. Mais Xavier Gandon dit « Nous avons une idée de l'horaire, mais nous pouvons nous rechallenger jusqu'au dernier moment. » Et puis enfin, on parle aussi d'un retour de Secret Story. Alors là, pour l'instant, personne ne communique dessus, même s'il semblerait, c'est notamment des journalistes du Parisien qui en parlent. L'article que je vous cite d'ailleurs est un article de Kevin Boucher, un excellent journaliste média que je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux. Et en fait, TF1 se rend compte qu'elle a eu un été compliqué, on l'a dit, avec le carton du Tour de France notamment, mais elle a rattrapé tout ce que France 2 lui avait grappillé grâce à la Coupe du Monde de rugby, même si les audiences sont en baisse depuis l'élimination de l'équipe de France. Mais l'idée, c'est d'être leader sur l'ensemble des publics, dit Xavier Gandon. Nous sommes en compétition avec tous les acteurs de la télé, mais nos décisions sont dictées par notre souhait de renouvellement et la volonté de proposer au public des programmes toujours plus attractifs, tout en continuant avec les objectifs d'audience. Alors, on rappelle aussi que les dernières séries américaines, comme New Amsterdam ou Grey's Anatomy, ont eu beaucoup de mal à fonctionner. Ouais. Et donc, Secret Story, ça pourrait être une idée pour TF1 d'avoir un programme fort l'été prochain, parce qu'il faut rappeler que ça va être très dur de lutter contre vraiment France 2, qui va avoir le binôme Tour de France et Jeux Olympiques de Paris. Déjà, les Jeux Olympiques, c'est toujours un carton d'audience, mais des Jeux Olympiques en France, imaginez-vous bien que ça risque de cartonner et de faire le rouleau compresseur. Et du coup, c'est vrai qu'on se dit qu'avec un programme fort, comme un retour de Secret Story, ça pourrait être l'occasion de toucher les gens qui ne sont pas du tout intéressés par le sport et qui pourraient avoir envie de s'amuser avec cette émission culte de la télévision. Et puis, on rappelle aussi qu'en début d'année 2024, avant tout ça, on aura Koh-Lanta, on aura la série Panda avec Julien Doré sur laquelle on mise beaucoup, et évidemment, au mois de mai, HPI qui sera de retour pour une saison 4. Et d'autant que, on va rappeler aussi que l'équipe de France s'est qualifiée pour l'Euro de football et que cet Euro de football sera diffusé sur TF1 en juin, ce qui va être l'occasion de, se mettre un bon coup de pied aux fesses d'audience et faire un bon pic avant justement l'arrivée du Tour de France et des Jeux Olympiques. Eh bah dis donc, ça en fait des nouvelles tout ça, mais écoutez, moi je pense que TF1 là, c'est des bonnes décisions, ça peut leur ramener pas mal d'audience. France 2 devrait s'inquiéter, mais je pense qu'ils ont une bonne ligne aussi en préparation, comme tu le dis, avec les Jeux Olympiques dans tous les cas et le Tour de France qui est une valeur sûre. J'en profite pour vous rappeler du coup, parce que tu me fais penser à Secret Story, il y a la série Trash qui arrive bientôt, qui sera l'histoire tirée du Love Story, donc l'histoire de Loana, de la piscine, etc., etc. Donc une série qui va sortir sur Prime Video dans quelques semaines, et aussi le fait qu'on voudrait revenir sur la news qu'on vous a fait la semaine dernière de Vincent Dedienne, qui devait reprendre le maillon faible sur M6, qui a démenti sur France Inter avoir été contacté par la chaîne, ou en tout cas il n'aurait pas accepté, ce sont ses mots, de présenter cette émission, même s'il rêve de présenter une émission de télévision. Alors, un jeu télé plutôt. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, parce qu'encore une fois, on sait que souvent ils ont des accords avec les chaînes pour attendre le dernier moment et pour annoncer les choses. Parce que là, c'est vrai que nous, la news, il y a quand même pas mal de médias qui l'ont relayé, et le journaliste qui a eu l'information en premier est quelqu'un de confiance. Donc on a un peu de peine à croire que ça soit une fausse info. Mais en tout cas, voilà, on voulait mettre le point là-dessus, parce qu'on n'est pas là pour vous filer des fausses informations. Donc si c'est le cas et que Vincent Dedienne n'a effectivement pas accepté ce contrat, il fallait qu'on vous en parle. Alors, sachant que suite à ce démenti, Michael Zolto-Broda, qui est le journaliste média de Var Matin, ex-Le Parisien, a confirmé sa news. Il a dit « Je vous confirme qu'il va bien présenter le maillon faible, et j'en suis absolument certain ». Et il a balancé plusieurs tweets de personnalités qui avaient démenti, alors notamment Ségolène Royal qui avait dit qu'elle ne serait pas chez Hanouna à la rentrée, etc., etc. Il a balancé plein de tweets en disant que c'était de la même veine et qu'il confirmait son information. Donc affaire à suivre. Complètement. Eh ben écoute, c'est affaire à suivre. Les news, elles seront à suivre aussi, puisque vous en aurez d'autres la semaine prochaine. En attendant, on va passer à notre sujet principal et on va parler d'Equalizer 3.
Alors David, on va passer du coup à notre sujet principal qui va être une critique de film encore une fois cette semaine. Comme je vous l'ai dit, on vous prépare des gros dossiers mais on attend que les dossiers soient touffus, qu'ils soient bien prêts pour pouvoir vous sortir des choses exactes avec tout ce qu'il faut d'informations pour que vous puissiez vous faire un avis sur nos sujets principaux. Mais en attendant, on se la joue cool et on vous donne notre avis sur un film. Cette fois-ci c'est Equalizer 3 avec Denzel Washington, un film de Antoine Fuqua, qui avait réalisé déjà les 2 premiers. On va pas se mentir, tu avais insisté pour que j'aille le voir, parce que tu m'as dit, ah, je pense qu'il y a des choses à dire sur le film, il faut absolument que tu ailles voir ce film-là. Et effectivement, il y a des choses à dire. Alors pour la petite histoire, donc ça raconte toujours l'histoire de ce fameux tueur pour la CIA, qui cette fois-ci est à la retraite et à la suite d'un accident se retrouve dans un petit village écarté en Italie, et il va se rendre compte que la mafia a la main mise sur ce village, et il se demande s'il doit se remettre au boulot ou vivre sa vie paisiblement dans ce petit village en ne s'occupant que de ses affaires. Voilà à peu près pour le pitch de base. Qu'as-tu pensé de ce film, David ? Bah effectivement, si j'ai insisté pour que tu le vois, c'est parce que j'avais vraiment envie d'avoir ton avis sur le sujet. En fait, je vais pas vous mentir, moi j'ai de bons souvenirs des 2 premiers Equalizer, mais j'avais oublié que c'était une réalisation aussi léchée, aussi qualitative. Et pour être tout à fait franc avec vous, moi j'allais presque, je dis bien presque, voir ça comme un énième film de Liam Neeson. Alors rappelons qu'Equalizer 3, il est sorti le 30 août, un film de fin d'été. Nous, on a eu une programmation, on va dire, un peu light début septembre, puisque notre projectionniste était en vacances, notre responsable de salle. Et on a rouvert avec ce film, et je me suis dit, bah tiens, ça fait 3 semaines, un mois que je suis pas allé au ciné. Je vais me faire un petit film d'action pour bien me vider la tête. Et ça a été tout l'inverse, c'est que j'ai vu un grand film d'action qui m'a fait me poser des questions, qui m'a fait m'interroger. J'ai trouvé, je vais vous dire globalement, pour moi, les principales qualités du film, c'est la réalisation très léchée, vraiment. Il y a des plans splendides, il y a des plans de combat, de bagarre, on va dire, de pampan, qui sont incroyables, mais vraiment extrêmement bien filmés. Et je trouve qu'il y a toute une frange du cinéma hollywoodien, notamment les films de super-héros peut-être, qui pourraient s'en inspirer. Et j'ai trouvé, et j'ai vraiment, vraiment apprécié ce point, que c'était un film qui prenait son temps. C'est-à-dire que vraiment, on n'a pas des scènes d'action toutes les 2 minutes. On prend le temps de s'attarder sur la psychologie des personnages, sur leur pensée, sur la vie de ce petit village de Sicile qui est absolument passionnant. Et je trouve que c'est ce qui fait sa force, parce qu'on a le temps de s'attacher à tous les personnages, puisqu'on nous montre des scènes de vie qui, au final, n'auront après aucun impact sur le reste du film. C'est ça qu'il faut bien noter, c'est qu'en fait, on a toujours un peu des fusils de Tchekhov, hein, vous savez, dans les films, c'est-à-dire, ah bah si on vous montre ça, c'est pas pour rien. Euh, on a eu le cas, par exemple, moi qui viens de voir Mystère à Venise, par exemple, où quand on voit le personnage se mettre du miel sur le doigt, par exemple, on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'il vient se mettre du miel sur le doigt? Ben, en fait, effectivement, si on n'a pas cette scène-là, on n'a pas la résolution finale, etc. Là, c'est pas le cas. Il y a plein de petites scènes du quotidien qui ne servent à rien d'autre qu'à nous aider à nous attacher au personnage. Et du coup, je me suis vraiment pris au jeu de ce film qui dure 1h45, je crois. Il est pas très long. 1h50, ouais. Mais, ouais, 1h50. Mais alors, vraiment une vraie claque pour moi. Et un des meilleurs films d'action que j'ai pu voir ces dernières années. Ah, et complètement, je suis d'accord avec toi. Là, pour le coup, il va y avoir assez peu de différence entre nous deux, puisque j'ai trouvé le film, encore une fois, comme toi, hyper léché. J'ai été très surpris du début du film, cette scène d'introduction, en fait, hyper haletante. On s'est dit, ok, c'est un film à la Liam Neeson, comme tu disais. Et puis, en fait, ça se calme tout de suite, ça calme le jeu en te disant, non, non, attends, on va prendre le temps. T'inquiète pas. Là, il fallait juste qu'on introduise quelque chose. Donc j'ai trouvé ça hyper impressionnant. C'est un film, comme je te l'ai dit quand on en a parlé en off, qui ne fait aucun compromis avec le spectateur. Il va te montrer des choses que moi je n'avais jamais vues, ou en tout cas très peu, dans un film d'action, ou dans un film en tout cas violent. C'est-à-dire que certaines violences à l'écran m'ont vraiment pris à la gorge. Je m'attendais pas à ça. Certaines victimes, par exemple, qu'on peut voir, des choses comme ça. Enfin, les personnages sont vraiment... Les méchants sont très méchants et les gentils sont très gentils, mais ils ont une part d'ombre qui est quand même assez grande. Donc voilà, c'est un film vraiment chouette. En plus, je trouve que Denzel Washington joue encore très très bien. Je sais pas quel âge il a, mais en tout cas, je le trouve parfait dans ce rôle de vieux agent secret qui s'en sort encore super bien. Et puis c'est surtout... J'adore le fait que ça soit le héros qui gagne tout le temps, quoi. C'est-à-dire que à aucun moment il est en difficulté, à aucun moment il va se sentir perdant sur les scènes d'action.
il y a vraiment un côté dès qu'il se met en route, dès qu'il a décidé de se mettre en route pour se venger, on sait qu'il va y avoir un carnage sur son passage, quoi. Et voilà, encore une fois, pareil, le mot d'ordre, c'est compromis. Il y a aucun compromis envers les méchants. C'est-à-dire que d'habitude, dans un film d'action lambda, on va avoir deux, trois méchants qui vont entre guillemets rester en vie. Pour soit une suite, soit parce que pour prouver que le gentil dans l'histoire, il est vraiment gentil, quoi. Et là, non, je veux dire, le mec est pas gentil, c'est un ancien mec qui tuait des gens pour la CIA, là, il va faire pareil, quoi. C'est-à-dire que là, si tu te trouves sur son chemin et t'as décidé de l'emmerder, c'est fini pour toi, et puis basta, quoi. Donc, voilà, énormément de scènes d'action, puis, comme tu dis, dans ce petit village, là, on s'y attend pas, en plus, c'est des scènes qui se passent en Italie, ça se passe dans un petit village au bord de la Sicile. À aucun moment, Hollywood, de ces dernières années, n'a fait ça, donc c'est vrai que c'est assez particulier. Et Antoine Fuqua, vraiment pour le coup, à chaque fois que je vois un de ces films, ils sont pas tous parfaits, mais ils ont un équilibre vraiment très très bon. Et à chaque fois que tu regardes un film d'Antoine Fuqua, tu ressors avec des étoiles d'Hollywood dans les yeux, quoi. C'est vraiment des purs films américains qui donnent du plaisir aux spectateurs. Et je trouve ça vraiment vraiment très gratifiant pour toi quand tu payes ta place, quoi. C'est clair. Alors il a 68 ans, Denzel Washington. Tu vois, ça commence à faire. Hein. Mais par contre, c'est vrai que son jeu, mais vraiment est incroyable. Mais vraiment, j'ai pas arrêté de me dire, mais qu'il jouait extrêmement bien. Et c'est vrai que c'est un film un peu moins tape à l'œil, je dirais, sans être trop péjoratif, mais par rapport au 1 et au 2. Là, on est vraiment dans quelque chose de plus intimiste, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vraiment, j'ai trouvé que tout était attachant dans ce village, dans ces personnages, et dans le personnage de Denzel Washington. Il y a un moment que j'aime beaucoup, c'est quand au début du film, il se fait recueillir par ce médecin et que le médecin lui dit: est-ce que tu fais partie des gentils ou des méchants? Sous-entendu, est-ce que tu es un gars bien ou est-ce que tu es un mec de la mafia, puisque la ville est gangrénée par la mafia? Et le personnage de Denzel Washington lui répond: je ne sais même pas ce que je suis. Et c'est à ce moment-là que le médecin lui dit, comprend qu'il est gentil, parce qu'il dit un méchant ne se poserait pas la question de savoir s'il est gentil ou pas. Et c'est toute l'ambivalence de ce personnage. Et vraiment, ça me paraissait intéressant qu'on en parle aujourd'hui, parce que c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de l'été, parce qu'on a fait le bilan de l'été il y a 3 semaines maintenant, mais on n'avait pas vu encore, toi comme moi, Equalizer 3. Et il faut dire qu'il est sorti le 30 août, donc 30 août, c'est toujours l'été. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'on avait vu beaucoup de choses, Oppenheimer, Barbie et tout le reste avant. Mais j'aurais trouvé dommage de ne pas vous en parler, parce que vraiment, gros coup de cœur autour de ce film, voilà, j'ai rythmé mes lundis depuis quelques semaines avec un film tous les lundis au cinéma, sans le vouloir. Et Equalizer a été le premier de cette série. Et bon, alors on en reparlera peut-être. On a vu Vision, Anatomie d'une chute, Bernadette. Mais c'est vrai que là, Equalizer 3, c'est gros coup de cœur pour moi. C'est celui qui me reste le plus en tête ces dernières semaines, avec Mystère à Venise, tu vois, pour te dire, parce que je trouve que ce sont des films qui prennent à bras le corps Hollywood en disant écoutez, on va faire un truc légèrement différent mais rester dans les codes. Je veux dire, un film hollywoodien qui parle de la Comorra, qui est une base de la mafia italienne qui, pour le coup, est connu en Europe, mais à mon avis complètement inconnu aux États-Unis. Je trouve que c'est quand même assez couillu de leur part de baser le scénario sur. C'est quand même censé concerner le public américain. Ça se passe en Europe avec un tout petit village qui est pas connu, sur une mafia que les Américains connaissent pas forcément, parce que les seuls films qui sont sortis sur cette mafia-là sont des petits films indépendants, soit italiens, soit européens. Donc voilà, c'est vraiment hyper intéressant de voir à quel point Hollywood tente par moments de se renouveler. Quand on en vous parlait dans les news tout à l'heure du film de super-héros qui est en train de fatiguer les spectateurs, et justement, donner la chance à ces films-là, aller les voir au cinéma, parce que vraiment, on en ressort grandi en tant que spectateur à se dire, mais non, en fait, le cinéma est pas mort, quoi. C'est pas que des films de super-héros, c'est pas que des films qui se foutent de toi. Il y a quasiment aucun fond vert. Il y a aucun effet numérique dans ce film. Je veux dire, l'incendie. Il y a un incendie à un moment dans le film, c'est un véritable incendie. Les décors sont réels, ou en tout cas, si ça a été filmé en studio, ils ont reconstruit une place fortifiée, enfin une place italienne à l'ancienne, avec toutes les petites habitations autour. On voit Denzel Washington monter les escaliers pour aller en haut de la montagne pour rejoindre une église du village. Enfin, tout ça, ce sont des vrais décors. Il y a quasiment aucun fond vert. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. La hacienda dans laquelle il se bat au début, c'est pareil, c'est une véritable hacienda italienne. Enfin, c'est vraiment top, quoi. Je suis vraiment, je suis curieux. Tiens, j'ai pas été chercher le budget du film, mais vraiment, je suis
extasié de voir qu'on peut encore faire des choses comme ça à Hollywood et vraiment continuer. Alors je sais que les producteurs hollywoodiens nous écoutent pas, mais si ça pouvait arriver dans l'oreille de quelqu'un, c'est ça qu'on veut, quoi. C'est ça qu'il nous faut. C'est des films comme ça nous gêne pas que vous fassiez des suites, mais faites des suites qualitatives, quoi. Et là, c'est le Ouais, cas. c'est ça. Et c'est ce que je voulais dire peut-être un petit peu en conclusion. C'est vraiment que, bah voilà, c'est encore possible de faire ça à Hollywood. Et ça, c'est chouette. Alors, c'est vrai que il n'a pas forcément trouvé énormément son public en France, puisqu'on est autour de 898 000 entrées, donc c'est-à-dire on est encore un peu loin du million. Et on sait combien, pour les distributeurs et pour tout le monde, cette barre Ouais. du million est importante. Mais néanmoins, ça reste quand même bah ouais, un film qui a su trouver son public. D'ailleurs, chez nous, on peut dire qu'il a quand même bien fonctionné, hein. Ouais, Et complètement. il est autour des 100 millions, enfin 90 millions de recettes mondiales, au box-office US, ce qui est pas mal du tout, mais je t'avoue que je n'arrive pas non plus à trouver le budget du film, puisque je suis actuellement avec notre ami Google, qui ne sait pas me dire quel était le budget du film. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est chouette de se dire que, bah, en fait, au final, il y a encore des réalisateurs qui osent faire des choses, et même sur ce type de franchise, parce que c'est beaucoup plus facile, je pense, hein, de faire des films à la Liam Neeson, entre guillemets, hein, même si on va pas l'enfermer là-dedans, et que c'est un très grand acteur par ailleurs, mais c'est vrai que faire un film classique avec où ça tire dans tous les sens, où il y a des cascades, des machins, et après on n'en parle plus, c'est beaucoup plus simple que ce genre de choses. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une très très belle surprise. Je crois qu'il est encore en salle, hein, à certains endroits, Oh, c'est donc possible, ouais. n'hésitez pas à aller jeter un œil, vraiment. Eh ben, on est à un budget de 70 millions, comme les deux premiers, en fait. Les deux premiers, pareil, ont coûté 70 millions de budget Donc il pour a la gagné de création. l'argent. Voilà, Il a gagné de l'argent, ce c'est qui ça. n'est pas notre cas avec Critflix. Et sachant que les deux premiers ont gagné ensemble 190 millions de dollars, et effectivement, pour l'instant, Critflix en est bien loin. On vous invite à donner de l'argent. Voilà, je ne sais pas où d'ailleurs, parce que vous n'avez aucun moyen de nous donner de l'argent, mais vous pouvez nous donner de la force d'ailleurs en commentant ce podcast ou en nous mettant Oui, 5 étoiles sur les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez. Merci beaucoup à vous. Bah écoute, c'était une belle conclusion à ce Equalizer 3 qu'on vous invite à voir au cinéma s'il est encore en salle. Sinon, à mon avis, dans les 2 prochains mois, vous devriez le retrouver dans vos magasins de Blu-ray et DVD. Donc on vous invite à aller l'acheter pour soutenir le physique, puisque Sony a pris la fâcheuse habitude de faire de la communication sur la vente de VOD numérique et jamais sur sa vente de Blu-ray. Je trouve ça véritablement dommage, puisque Equalizer 3 est un film Sony. David, on va passer à nos audiences, qu'est-ce que t'en penses? eh ben, je pense que c'est l'heure de la chronique télé. Eh ben allez, c'est parti. Alors, les audiences, là, dernièrement, qu'est-ce qui se passe à la télé? Est-ce que ça se passe bien? Bah, ça se passe bien, ça se passe bien. Je vais pas vous faire toute la semaine, mais un petit peu des moments forts, on va dire, entre guillemets. Je vais commencer mardi soir, mardi dernier, donc, qui était le jour, si je ne dis pas de bêtises, où on enregistrait l'émission, où on enregistrait le lundi, bref, peu importe, mais le 17 octobre, pour vous dire que le match France-Écosse de football a réuni 6 100 000 téléspectateurs. C'est chouette. C'était un match amical sans aucun enjeu. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est à peu près les audiences qu'ont fait les demi-finales de la Coupe du Monde de rugby Ah ouais. le week-end dernier. Pour vous dire que avec l'équipe de France, on est à des 13, 14, 15 millions de téléspectateurs, et sans l'équipe de France, on divise par deux. On estime à environ jusqu'à 10 millions d'euros de pertes pour TF1 du fait de l'élimination quand même de l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde. Pour vous dire que c'est pas rien, et pour vous dire que le foot reste une valeur sûre, parce que beaucoup de gens nous disaient, j'entendais dire qu'avec cette Coupe du Monde de rugby, les gens allaient plus s'intéresser au foot. Ben, la preuve, 6 millions de téléspectateurs sur un match sans enjeu amical. C'était mardi soir. Du coup, en deuxième place, Alexandre Hell sur France 3, cette série policière à 3 200 000. Et Mince alors du cinéma sur M6 à 1,3 million. Et le collège de Monsieur Paty, un programme qui était prévu depuis longtemps, hein, sur France 2, qui résonne forcément particulièrement avec l'assassinat de Dominique Bernard Bien la sûr. semaine dernière, eh bien, n'est qu'à 1,2 million de téléspectateurs.
Est-ce qu'on peut, enfin, ça peut être une étude à faire aussi en sujet principal, un de ces quatre, mais est-ce que le sport n'est pas en train d'augmenter finalement au niveau des audiences? J'ai l'impression, parce qu'avec nos 20 millions de la Coupe du Monde de football et ces Ouais, 10-15 millions à chaque match de rugby, plus la Formule 1 qui commence à prendre de l'ampleur et ce match amical oui, qui fait quand même 6 millions de téléspectateurs, on est en droit de se poser la question, est-ce que le sport est pas en train bien sûr. d'augmenter au niveau de de sa popularité à la télévision? Alors, on en parlait tout à l'heure et avec toi l'autre jour en off, c'est vrai que ces grands événements en direct, ça cartonne. Les gens aiment vivre le frisson en même temps que tout le monde. Ouais, Et c'est vrai que là, on a vraiment des audiences qui sont énormes et d'autant plus que, alors, les audiences étaient différentes, hein. Si on prend la Coupe du Monde 98, par exemple, où il n'y avait que 6 chaînes, là maintenant, c'est vrai qu'avec la TNT, on a quand même un public qui va avoir la possibilité de plus, on va dire, bien sûr. s'écarter et aller voir autre chose. Mais mine de rien, on est effectivement vers un grand, grand, grand amour du sport en général. Et c'est vrai que les audiences sont absolument énormes. Et bon, voilà, on a quand même eu la finale de la Coupe du Monde de 98 qui avait fait 20 millions déjà sur TF1, tu vois, Ouais, pour te donner un d'accord. ordre Ouais. d'idée. Donc Mais c'était avec quand même seulement 6 déjà, chaînes. mais avec seulement 6 chaînes, alors que là on fait 20 millions avec non seulement 27 chaînes, et puis on n'oublie pas Netflix, on n'oublie pas Bien sûr. Prime, on n'oublie pas TikTok et nos téléphones, hein, parce que en Ouais. fait le gros enjeu, Netflix l'a dit encore récemment, notre ennemi, à une époque il s'avait dit notre ennemi c'est pas la télé, c'est Fortnite et c'est les jeux vidéo. Et Hmm. bien là, on va avoir plutôt tendance à dire notre ennemi, c'est TikTok et c'est Instagram. C'est-à-dire que les gens n'arrivent plus à rester focus sur un programme et le sport arrive justement à capter cette attention parce que c'est imprévisible, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. On n'a pas C'est pu se ça. faire spoiler de la fin puisque c'est du direct. Et c'est vrai que ça marche très très fort. On va aller faire un petit tour au jeudi 19 octobre si tu le veux bien. Bien sûr. Pourquoi cette soirée-là? Parce que c'était la première diffusion de Camelot, Et premier volet sur oui. M6. Et avec une troisième place pour M6, alors on pourrait dire peut-être un peu déçu, mais à 2,8 millions quand même, ce qui pour du cinéma sur M6 est pas mal du tout. Ouais. Et c'est une troisième place assez serrée, puisqu'à la première place, France 3, Meurtre au Cotentin, 3,2 millions. Première place, deuxième place, pardon, TF1, Vise le cœur, 3,2 millions. Et en part d'audience, on est à 16,9 pour France 3, 16,1 pour TF1 et 15,8 pour Camelot. Ah oui, Donc, donc on on peut est dire bon. que Camelot fait pratiquement jeu égal avec les deux premières chaînes. Bien sûr. À noter que juste en dessous, France 2 est assez faible avec une édition spéciale Israël-Gaza avec 1 193 000 téléspectateurs et l'excellent score, encore une fois, de C8 avec Il n'y a que la vérité qui compte de Bataille et Fontaine, le retour de cette émission culte des années 2000 qui continue de dépasser le million tous les jeudis. Donc c'est un très bon lancement et on est très très heureux dans le groupe Canal de ces scores. Mais tu m'étonnes. À noter que TMC aussi passe le million avec Expandable 2, la saga qui décidément, je pense, a encore de beaux jours devant elle avec le numéro 4 qui est en salle ou qui va sortir. Je ne sais pas s'il est déjà Il est sorti sorti ce d'ailleurs, mais mercredi, effectivement. d'accord. Alors, vendredi, demi-finale de la Coupe du Monde, Argentine-Nouvelle-Zélande, 6,4 millions. C'est pour ça que je vous le dis, hein. 6,1 millions pour un match amical de foot avec la France, 6,4 millions pour les All Blacks en demi-finale de Coupe du Monde. C'est vrai que c'est quand même ouais, voilà, assez décevant, on peut le Ouais, bien dire. sûr. Et samedi soir, alors l'affiche était un petit peu plus alléchante, puisque samedi soir, on avait Angleterre-Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, hein, les Springboks qui ont été nos bourreaux, eh bien, on est quand même à 7,2 millions, parce qu'il y avait un enjeu sportif un peu plus grand, Ouais, alors complètement. que Nouvelle-Zélande-Argentine, on pourrait en parler, on n'est pas une émission de sport, mais ce qui a fait aussi les grosses difficultés de l'équipe de France, et je dirais même des audiences de ces demi-finales, c'est qu'au football, le tirage au sort de la Coupe du Monde a lieu 6 à 8 mois avant la compétition pour mettre les équipes dans les groupes. Au rugby, le tirage au sort a eu lieu il y a presque 3 ans. Mhm. Et du coup, tu sais, les équipes sont réparties en chapeaux pour que les plus fortes ne s'affrontent pas. Bah oui, forcément. Le problème, c'est que les équipes mondiales les plus fortes en 2020 n'étaient pas les mêmes que Et c'est 2023. ça. C'est Et ça. en fait, en 2023, se sont retrouvées toutes les équipes les plus fortes dans la même partie de tableau, ce qui a coûté sans doute sa qualification à la France, qui aurait pu espérer un adversaire un peu plus faible en quart de finale, et qui du coup a donné cette demi-finale très déséquilibrée entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande, qui a attiré moins de téléspectateurs. Alors Forcément. que là, on est à 7,2 millions, et donc on va voir, évidemment, samedi prochain, on va scruter les audiences de la finale. Est-ce qu'elle va dépasser les 10 millions? C'est pas forcément certain. Je vais vous donner maintenant les audiences très attendues du duel du dimanche soir. Et vous savez qu'avec David, on se réjouit quand le cinéma fait des belles audiences à la télé. Eh bien, mon cher David, je ne sais pas si tu as vu les audiences, Non, j'ai pas mais regardé exprès.
mais on a vraiment de quoi se réjouir puisque les scores du cinéma sont excellents, Ah, super. excellents dimanche soir, puisque à la première place, alors on avait parié sur Rabbi Jacob, Ouais. et bien figure-toi que c'est SOS Fantôme, l'héritage qui a Ah, gagné. bah c'est bien. Et, et c'est bien, oui, parce que c'est un film inédit, à Ouais. 4 millions 100 000. Ah, la 4 millions 100 vache. 000, c'est énorme, hein. Après, c'est la bonne C'est période, hein. C'est énorme. vrai qu'on est à une semaine d'Halloween. C'était quand même bien joué de leur part de pouvoir Oui, diffuser ce genre de et, film-là. et puis on vous l'a dit, hein, on est dans une période où toutes les zones sont en Ouais, vacances. complètement. Et ça, forcément, ça joue. Euh, Toutes les familles ont pu se réunir devant, mais à la deuxième place, Rabbi Jacob est à 3,9 millions. Ah, c'est Donc fou. on est à 4,1 millions et 3,9 millions. C'est-à-dire que si on ajoute ces deux chaînes-là, on est autour de 8 millions de téléspectateurs. Enfin, on est à 8 millions de téléspectateurs pour les deux premières chaînes. Ah ouais. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que la troisième place, ce n'est pas Brokenwood avec du cinéma, ce n'est pas M6 avec Brokenwood, pardon, une série sur France 3, ce n'est pas M6 avec Capital, mais Arte est à la troisième place. Ah oui. Arte est à la troisième place avec un film avec Potiche, puisque Arte est dans un cycle Catherine Deneuve à l'occasion de la sortie de Bernadette. Et Potiche, tiens-toi bien, a dépassé les 2 millions Ah sur la Arte. vache, c'est fou. Donc, vous avez premier TF1 SOS Fantôme 4 millions 1, deuxième Rabbi Jacob 3 millions 9 et troisième Potiche 2 millions 1, là où Brokenwood est à 1 996 000 et Capital sur M6 1 million 5, c'est-à-dire qu'on dépasse les 10 millions de téléspectateurs entre TF1, France 2 et Arte avec des films. Donc C'est quand on vous beau. dit que depuis les vacances de la Toussaint jusqu'au jour de l'an, les gens ont envie de voir du cinéma à la télé, Mm. c'est bien le cas. Le film qui vient suivant à la sixième place, c'est Rasta Rocket, 680 000, et les municipaux, 566 000 sur ces 8. C'est chouette, Mais voilà, c'était un peu notre fil rouge de l'année dernière, je sais pas si tu te souviens, ce Arte qui à chaque fois passait du cinéma était au-dessus du million, et on espérait ouais. ce million à chaque fois, et là 2 millions, Et là, c'est plus que voulu, ouais, quoi. 2 millions, donc bravo, bravo. Ouais, Les audiences de ce lundi, puisqu'on enregistre le mardi 24 octobre, vous écoutez ça vendredi 27, mais comme on enregistre le mardi, je peux vous donner les audiences d'hier et vous dire que en tête, c'est Mort au sommet. Alors, c'est une série qui ne me faisait pas du tout envie, puisque comme je vous le disais, je trouvais que Laurent Gérard jouait pas très très bien. ouais, ouais. Sur France 2, en tout cas, les bandes annonces ne me faisaient pas envie. Attention, tenez-vous bien là aussi, 5 millions Ah la 100 000 vache. téléspectateurs. 5 millions 100 000 pour Mort au sommet. À la deuxième place, L'amour est dans le pré, 3 millions 8. Ouais, Et du coup, bien là, le cinéma est un peu plus en difficulté puisqu'on vous rappelle qu'il y avait Classico sur TF1 et La mm, Soupe aux choux sur France 3, exact. eh bien, qui sont à égalité avec 9,1% de part de marché. Ils font tous les deux 1 900 000 Oh, téléspectateurs. c'est pas terrible, hein. Donc, pour TF1, c'est pas terrible. Pour France 3, c'est plutôt bien. Mais c'est vrai que Classico, finalement, n'a peut-être pas su séduire un grand nombre de spectateurs, Bah, même si, encore une fois, c'est pas terrible, mais c'est pas une catastrophe non plus, d'autant que La Vie de Château sur Arte fait 1,3 million et que Thor sur TMC fait 1 58 000 téléspectateurs et on a Vaiana à 800 000 sur W9. Forrest Gump a presque 600 000 sur TF1 Série Film, qui est une chaîne quand même assez peu regardée ouais. d'habitude, la chaîne numéro 20. Donc en fait, si on ajoute, c'est pareil, encore une fois, tout le cinéma, on a quand même un score très correct, mais Classico n'était peut-être pas le film qu'il fallait tenter ce soir-là. Ouais, complètement. Bon, bah après ces magnifiques audiences, on va peut-être passer à ce qui nous attend sur les prochaines journées de ces vacances. Alors, j'ai une dernière audience à te donner, si tu veux Ah, bien, allez, David. donne. C'est que hier après-midi, TF1 diffusait le premier téléfilm de Noël de la saison inédit, Oui, c'est qui vrai. était Noël à tout prix. Et je vous l'ai dit, moi, du coup, alors on a une petite tradition avec ma chérie, c'est que en général, on regarde le premier de l'année. Le premier inédit, on aime bien le regarder. Et après, durant la saison, on va en regarder 3 ou 4. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'hier, on l'a regardé et on s'est dit, après, on avait l'impression qu'on allait aller décorer notre sapin, alors qu'en fait, on n'était que le 23 octobre. Il y avait quand même ce paradoxe, Noël, c'est dans 2 mois. Et, euh, et je vous invite d'ailleurs à suivre un monsieur qui s'appelle Étienne Moyen, qui est le responsable des fictions chez TF1. C'est lui qui choisit, qui fait la programmation des téléfilms des après-midi, et notamment des téléfilms de Noël. Et leur slogan, c'est hashtag jamais trop tôt pour TF1 pour cette année. Donc c'est assez marrant. Et alors attention, tenez-vous bien, c'est la meilleure part de marché ever, il dit sur son Twitter, pour le lancement des téléfilms de Noël. Tout le monde râle, mais finalement, Tout le monde est devant, quoi. tout, tout le monde est devant. Et alors attention, hein,
Euh, le score assez incroyable, on est à 39,8% de part Oh, d'audience chez c'est les fou. FRDA et 25% sur les 4 ans et plus, avec 1,8 million de téléspectateurs. Rappelons qu'on est un jour de semaine à 14 heures. On est un jour de semaine à 14 C'est heures. complètement Donc dingue. c'est juste, c'est juste à couper le souffle en fait, hein, de se dire ces chiffres-là. Et hier, du coup, comme je vous le disais, moi je l'ai regardé, j'ai fait un petit snap en envoyant à des amis, oh regardez, je suis devant. Et tout le monde m'a dit, mais c'est trop tôt, mais où sont les films d'Halloween? Mais personne va regarder. Et en plus, je suis d'accord, moi je préférerais mille fois qu'on nous passe des sacrées sorcières, comme le fait TF1 Série Film en Prime d'ailleurs cette semaine, ou des chars de poule, ou la prophétie de l'horloge, ou autre. Mais en attendant, TF1 aurait tort de s'en priver, comme je vous le disais tout à l'heure, tout le monde râle, mais tout le monde regarde. C'est ça. Est-ce qu'on est bon du coup sur nos audiences? On passe au programme? Eh ben, on est bon sur, enfin, sur les audiences, parce que j'aimerais bien que ce soit nos audiences, mais Ah, malheureusement, on ne fait pas bientôt, encore 1,8 bientôt. million d'auditeurs, mais ça viendra. Allez, Oui. on commence par le samedi, du coup, hein, n'est-ce pas, comme chaque semaine, ce samedi 28 octobre, qui va être donc, comme je vous le disais, la finale de la Coupe du Monde entre les All Blacks et les Springboks, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Alors c'est vrai qu'il va y avoir le match à 21h, puis la remise du trophée à 23h, et puis après il y avait prévu une grande soirée autour du match de la Coupe du Monde. Alors est-ce que cette soirée va être... En fait, on avait prévu une version courte et longue. Je pense que c'est plutôt une version courte là, vers Ah oui. laquelle on se dirige, puisque à minuit 25, vendredi, tout est permis avec Arthur, devrait bien commencer à minuit 25 et non pas plus tard. C'est vrai que si la France avait gagné, on peut s'imaginer que sans doute Le magazine d'après. le magazine aurait Ouais, duré beaucoup plus bien longtemps sûr. et avec des audiences absolument incroyables. Mais bon, en tout cas, en face, sur les autres chaînes, on va avoir La Terre vue de l'espace sur France 2. Bah oui, on avait visé sur un documentaire pour attirer un public complètement différent. C'est ce qu'on disait déjà la semaine dernière, hein. Si les chaînes avaient su que la France serait éliminée, on aurait eu d'autres programmes, je pense, en face pour Ouais. Ah bah engranger de bien sûr. l'audience. Mais bon, Meurtre à Pont-l'Évêque sur France 3, alors attention, Meurtre à Pont-l'Évêque qui date de 2020, qui est détruit par la critique un peu partout. Il paraît que c'est un des plus mauvais de la saga des Aïe aïe meurtres, hein. aïe. Donc voilà, Échappée belle sur France 5. Et pour trouver du cinéma, il faut aller sur la nouvelle case, on vous en a pas parlé encore, mais la nouvelle case Arrêt Essai du samedi soir sur France Ah 4, oui. ou plutôt devrait-on dire Culture Box. Euh, Ce sera La guerre est déclarée de Valérie Donzelli, suivi du Magasin des suicides de Oh. Patrice Lecomte. Mais j'aimerais surtout vous dire que vous aurez le droit à un téléfilm à 17h, à 16h45 sur France 4. C'est DC Super Hero Girls, les légendes de l'Atlantique Ah, trop 2. bien. Donc je trouve ça chouette que on puisse avoir ce genre de programme qui est diffusé sur France 4 l'après-midi. Et puis alors, je me permets de sourire parce que je regardais TF1 Série Film. Alors vous aurez le droit à 6h50, un Noël rock, 8h30, Noël sous le signe du destin, 10h10, un festival pour Noël, 11h55, la clé d'un Noël réussi, 13h40, le calendrier secret de Noël, 15h25, les petits miracles de Noël. Donc Mon voilà, Dieu. vous avez de quoi faire. Et puis sur TMC, le fameux Noël Actuali, ça j'adore. C'est pas du tout pompé sur le titre d'un autre film de Non. Noël très connu. Alors, le duel du dimanche soir que vous attendez tous, en tout cas moi je l'attends, Ah oui, à complètement. chaque fois. Et là, on est au cœur des vacances. Et c'est vrai qu'en plus, euh, comment dire, souvent, les gens vont, parce que tout le monde n'est pas prof et tout le monde n'a pas 15 jours de vacances, évidemment, n'est pas prof ou élève, mais les gens qui prennent une semaine de vacances à la Toussaint prennent en général la semaine où il y a la Toussaint, pour pouvoir profiter aussi d'Halloween, de la Toussaint Bien en sûr. famille, bien que ce soit un jour férié. Et du coup, bah, les chaînes vont encore plus miser sur le cinéma que ce dimanche, qui a déjà été un carton. Et c'est vrai qu'en fait, on se retrouve avec une programmation qui, cette fois-ci, risque de diviser un peu plus les gens parce que on est plutôt sur deux types de mêmes films. Et on va commencer par TF1, qui va diffuser en inédit Les Éternels de Chloé Zhao. Waouh. Donc, c'est un sacré pari quand Ah même, hein, bah pour parce la que c'est chaîne, quand même un puisqu'on des va moins rappeler. appréciés des Marvel, hein. Ouais, c'est un des moins appréciés. Pour moi, c'est un des plus qualis. Ouais, Donc moi voilà, aussi, chacun ses ouais. goûts. Je suis d'accord. Mais voilà, ce sera Les Éternels. Et à noter, en deuxième partie de soirée, rappelons que ce dimanche, on avait Birds of Prey. Malheureusement, je n'ai pas trouvé les audiences. TF1 ne communique pas toujours sur la deuxième partie de soirée. Et bien là, c'est Sans un bruit qui sera diffusé en deuxième Oh. partie de soirée, ce qui est assez ambitieux pour TF1, mais en même temps, dans une semaine d'Halloween, c'est pas mal du Eh tout, je bah trouve. carrément, ouais.
Et alors sur France 2, c'est aussi un film de science-fiction, qui lui n'est pas en inédit comme Les Éternels, mais ce sera Men in Black International, donc Ah le oui, numéro 4, avec oui. Chris Hemsworth, Tessa Thompson et Liam Neeson. Eh bah, tu sais quoi, je mettrais bien une pièce sur France 2, moi, quand même, parce que je trouve que Les Éternels, il fait quand même deux... En plus, il est long, je crois. 2h45, Eh ouais. ouais, ouais, Alors, donc... contre 1h50 pour France 2. Moi, ouais, je pense qu'en plus, vu que c'est plus du film familial, on va plus se tourner plus vers Men in Black que vers Les Éternels. Moi, je mise quand même sur France 2, tu vois. Eh bien, on en discute la semaine prochaine, on va Ça voir tout marche. ça. À noter que sur C8 en clair, et c'est rare pour être noté, le Grand Prix du Mexique de Formule 1, Oui, c'est il faut vrai. savoir que Canal+ avait décidé de sous-licencier 4 Grands Prix en clair à des chaînes de télé. C'est TF1 et TMC qui avaient racheté il y a quelques années, et comme ils n'ont pas spécialement trouvé de preneur récemment, eh bien Canal+ a gardé les droits en clair pour sa propre chaîne sur C8, donc avec une avant-course à 20h40, et après le Grand Prix, à 23h05, l'excellentissime Terminator 2, le jugement dernier, Oh, trop un des bien. chefs-d'œuvre de la Ah bah, science-fiction. complètement. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme autre film dimanche soir? Eh bien, on va évidemment, une fois de plus, vous parler d'Arte avec Chaplin, qui devrait faire moins sans doute que Potiche, mais c'est avec Robert Downey Jr., euh, un biopic sur la vie donc, de Charlie Chaplin, dans lequel joue d'ailleurs Géraldine Chaplin. On va avoir sur W9 Bridget Jones Baby. Ah, le troisième. Le code, ouais, le troisième, c'est ça. Le code a changé sur TFX. Astérix et les Bretons sur Sister. Ouais. Comme quoi certains cinémas le passent, mais il est à la télé. Beetlejuice sur Gulli. Et en journée, à 14h, Petit Vampire sur France 4 de Johan Sfar. Donc c'est aussi plutôt chouette de Ouais. retrouver ce film à la Très télé. chouette, ouais. Très chouette, Petit Vampire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pour ça, on espère que ça va fonctionner. Lundi soir, TF1 va de nouveau miser sur du cinéma, mais cette fois-ci avec le film Tout le monde debout de Ah Franck oui. Dubosc avec Alexandra Lamy, qui avait un dimanche soir cartonné. Il avait dépassé les 4 millions, je crois. Et donc là, il va avoir fort à faire, puisque face à lui, sur France 2, on va avoir Candice Renoir en inédit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a Ah. tendance à marcher très fort, Ah bah Candice oui. Renoir. Donc, affaire à suivre sur France 3, un film français également. C'est La Finale avec Ryan Bensetti et Thierry Lhermitte qui raconte l'histoire de cet homme atteint de la maladie de Parkinson qui arrête de travailler et vit désormais chez sa fille. Et son petit-fils se retrouve seul avec lui. Ça n'avait pas marché très fort, les critiques n'étaient pas très bonnes, Ah mais mince. sait-on jamais. Ça date donc de 2018. Sur Arte, le classique Moby Dick de Oh bah 1956. dis donc. Sur W9, alors une semaine après Vaiana, on reste dans du Disney, mais cette fois-ci dans du live action avec le Aladdin de Guy Ritchie. Ah cool. Sur TMC, Thor, le monde des ténèbres, Eh bah oui, parce donc qu'ils ont Thor 2. passé, Thor 1, et ben ils ont Ouais, passé Thor 1. et c'est ce lundi, ouais. Voilà. Sur Gulli, Zombielenium Oh, dis en donc. prime time lundi soir. On va regarder les audiences aussi de près. Ouais. Et enfin, sur TF1 série film, nous allons avoir Dark Shadows avec Tim Burton, donc aussi un petit peu Oh, pas dans terrible celui-là. l'ambiance d'Halloween. Ouais. Ouais. Et en parlant d'Halloween, justement, on va passer au mardi 31 octobre. Et quoi de mieux pour Halloween que de regarder Une famille sur mesure pour Noël sur TF1? Ah non. Pour Halloween, donc pas forcément des rendez-vous très horrifiques, bien qu'il y a quand même un concert de Didier Barbelivien sur C8. C'est pas gentil. C'est pas gentil, surtout que j'apprécie plutôt ses chansons. Euh, En fait, sur TF1, on aura Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ah cool. Donc, puisque rappelons que mercredi 24, Eh donc ce oui, soir à l'heure où on enregistre, il y a le premier épisode de la saga. tout à fait. Et sur France 2, il y a Votre vie en jeu spécial Halloween. C'est donc un jeu télé présenté par Nagui et Bruno Guillon dans une émission spéciale Halloween avec 300 personnes présentes en plateau. Et donc, ils vont faire des. Voilà, il y aura plein de cadeaux à gagner pour le public et le tout sur un thème d'Halloween. C'est assez sympa parce qu'il Ah, y a très ouais, longtemps, c'est moi sympa. Ouais. quand j'étais enfant dans les années 2000, il y avait sur TF1 l'émission Les Petites Canailles fêtes Halloween tous les ans pour Halloween pendant 3-4 ans. C'était vraiment cool parce que c'était des enfants qui allaient faire des caméras cachées à des adultes. C'était très très drôle et il y avait plein d'émissions comme ça sur des thématiques Halloween et ça faisait longtemps que ça n'avait pas eu lieu. Donc bravo à France 2 de le faire, d'autant qu'après la diffusion du jeu, c'est assez surprenant pour France 2, mais je trouve ça génial. À 23h30, ils vont diffuser le film Halloween, le Oui, reboot de 2018 ouais, avec j'ai Jamie Lee vu. Curtis. Et ils le mettent Donc c'est en accès libre sur France Télévisions aussi. ouais, ouais, ouais. Donc c'est assez cool de voir un film d'horreur sur France 2 un soir d'Halloween. Ouais, Voilà, donc à carrément. noter quand même.
La France a un incroyable talent sur M6, Oui. du football féminin sur W9 avec la Ligue des Nations Ah, cool. France-Norvège. Pour frissonner, eh bien, vous pouvez aller faire un tour aussi sur Gulli pour les plus jeunes avec Monster High, le film à 19h20, suivi de Hôtel Transylvanie 2 à 21h05. Camping Paradis, moi aussi, ça me fait un peu frissonner sur TF1 Série Film. Vous avez Le Fantôme de Canterville sur NRJ12 qui est une sorte de. Je ne sais pas si tu en as entendu parler de ce film, Non. mais c'est quand même un film d'horreur avec Michael Youn et Audrey Fleurot, Ah, sorti en d'accord. 2016. Donc ça peut être aussi un petit peu surprenant, mais en tout cas, voilà, pour une soirée d'Halloween qui, voilà, est un petit peu. Il y a des choses assez sympas, sinon vous pouvez toujours aller fréquenter les salles de cinéma, on ne le dira jamais assez. Complètement. Mercredi 1er novembre, c'est la Toussaint, donc c'est un jour férié, on pourrait imaginer des films en journée sur TF1, eh bien, comme l'an dernier, au lieu de diffuser des films, ils vont diffuser des téléfilms de Noël, mais cette fois-ci du 100% inédit tout l'après-midi. En Super. général, le premier est inédit et le deuxième est une rediff. Là, ce sera du 100% inédit avec une nounou au service de Sa Majesté en première partie d'après-midi, puis Noël à la ferme. Attention, un téléfilm de Noël australien, c'est assez rare pour être noté. Et à noter qu'en soirée, on aura New Amsterdam sur TF1, cette série qui peine, Ouais. à décoller, alors que sur France 2, on aura Les Invisibles. Pour retrouver du cinéma en journée pour ce jour férié, ben, il va falloir aller une fois de plus sur Canal+, avec une journée quand même assez incroyable qui va commencer à 8h15 avec Sacré Momie, Oh. puis 9h40 Super Mario Bros. Le film, Ouais, oui. 11h10 Le Chapeauté 2, donc ça Trop fait quand bien. même une belle matinée d'animation, Carrément. puis à 12h50, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, suivi d'Alibi.com 2 et 10 jours encore sans maman. Donc en fait, on a une matinée animation, une après-midi comédie. C'est dommage que les chaînes en clair ne Ouais, diffusent pas je suis d'accord. plus de choses de ce genre. Pour trouver du cinéma en clair en journée, il faudra aller sur M6 avec La Proposition, qui avait marché très fort. On vous en a parlé la Ouais. semaine dernière en prime time, un jeudi ou vendredi soir, je ne sais plus. Ce film-là à 14h et à 13h30 sur C8 le film Faustine, apôtre de la miséricorde. C'est un film Sage Distribution. On les retrouve quand même pas très souvent à la C'est télé, les vrai. films Sage, qu'on avait proposé nous aussi au Rio Borvo en soirée sur Arte pour la Toussaint, donc Le Grand Bleu. Les Capone se marient sur W9, alors en inédit. C'est, vous savez, c'est ce duo, les Capone sur TikTok. Je crois que c'est les TikTokers français peut-être les plus suivis. Tu les as peut-être déjà vus, un homme et une femme, un jeune couple Ah qui se font oui, plein oui, de oui, oui, blagues. oui, 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 oui. Voilà, ouais. On a donc appris cette semaine qu'ils allaient participer cette année à Danse avec les stars Exact. et qui donc ont leur propre comédie sur W9, un téléfilm de Gaël Le Forestier qui s'appelle Les Capone se marient. Donc à Ok, voir, je pense que ça risque de marcher. pourquoi pas. Face à eux, sur TMC, Un Indien dans la ville. Alors c'est décidément le film des jours fériés pour les chaînes du groupe TF1, puisque TF1 l'avait diffusé en journée pour le 14 juillet. Ah, d'accord. Et donc en soirée également, vous pourrez retrouver sur Sister Superman Returns. Ça fait longtemps qu'on Ah, l'avait pas trop vu en bien. clair Ouais, celui-là. carrément. Donc voilà. Et sur Gulli, la famille Adams 2, Une virée en enfer suivie de Zombilenium. Ok. Et enfin, pour en terminer avec les films en journée, sur C-Star à 17h05, Star Trek sans limite. Et surtout, un film d'animation que j'aime beaucoup sur France 4 à 13h30, c'est Les Mitchell contre les machines, Oh, trop bien. qui va être. Donc, ouais, c'est vraiment chouette. Donc, je Mhm. trouve que, certes, les grandes chaînes n'ont pas forcément joué le jeu du cinéma en journée, mais entre M6 avec La Proposition, entre tous les films Canal, entre Les Mhm. Mitchell contre les machines, on a quand même des petites choses à se Ouais, mettre ah, sous la dent. carrément. C'est cool. On continue notre semaine et on arrive tout doucement à la fin avec Jeudi, Vise le cœur en inédit sur TF1 en prime time, Envoyé Forcément. spécial sur France 2, Meurtre en Corrèze sur France 3. On n'est plus trop dans des programmes de vacances, hein, si Non. ce n'est avec M6 qui propose le Morning Night. Et C'est oui. cette version du Morning Live en soirée dont la première avait fait un carton d'audience, mais il faut rappeler que c'était au début du confinement en C'est 2020, hein, donc ça. forcément les gens étaient devant la télé. Et sur C8, alors là, je pense qu'il peut y avoir un gros carton d'audience, puisqu'on aura les Chevaliers du Fiel, leur dernier spectacle, en direct. Oh. C'est assez rare hein, d'avoir du direct Ouais, sur C8, complètement. Ouais. en prime, donc à voir. Sur W9, un film de 2000, Coyote Girl, qui Oui. n'était pas forcément incroyable. Sur TMC, Jumanji, tiens, le film de Pâques, Ah, bien. Oui, bah oui. qui arrive donc. Mais c'est vrai que c'est sympa, un jeudi de vacances. Et face à Quelle lui, version de TF, Jumanji?
Jumanji, Bienvenue dans la jungle, donc de 2017. Ok, C'est pour ça que je disais ça marche. le film de Pâques, c'est la version Dwayne Johnson. Et TF1 qui s'auto-concurrence, puisque face à Jumanji, sur TMC, sur TFX, il y aura le Robin des Bois de Ridley Scott Ah bah oui. de 2010. Et enfin, nous allons terminer avec le vendredi 3 novembre, avec enregistré à Nantes en prime time, c'est assez surprenant. Et beaucoup lui prédisent de mauvaises audiences. Kev Adams, Miroir, Aïe, sur aïe, aïe. TF1 en prime time, son Ouais. spectacle. TF1 programme très rarement des spectacles en prime time, mais ils y sont obligés par Eh l'ARCOM. oui. Je ne sais plus combien ils doivent en faire dans l'année, il n'y en a pas énormément. Et là, ils misent sur les vacances et ils misent sur Kev Adams. Je sais pas ce que tu en penses, mais Kev Adams, il est quand même un peu moins bankable qu'à une certaine époque. Eh ben, il participe à une certaine génération quand même, parce que bon, là, on a un nouveau film qui sort bientôt qui s'appelle Comme par magie, hein, où il joue avec Gérard Jugnot, et encore une fois, ça va être dans la même lignée que Maison de retraite, et je pense que ça peut attirer un certain public, pas celui qu'on pense, mais je pense qu'effectivement, au niveau one-man show, Kev Adams, il devrait faire une petite pause, parce qu'il n'arrive pas à atteindre la génération qu'il voudrait, et je pense qu'il pourrait Ouais. devenir le petit jeune qui plaît aux retraités, tu sais, plutôt que de devoir être celui qui vit avec sa génération. Donc voilà, c'est vrai que moi, je suis Oui, parce que pas, je vais pas me lancer à corps perdu dans ce one-man show, déjà que je suis pas un grand fan de one man show de base, et ouais. voilà, voir peut-être s'il n'y a pas des changements de carrière à faire de son côté, quoi. Et oui, on rappelle quand même que Maison de retraite, dans lequel il joue, a été un immense carton de cinéma Ouais. en 2022. Et grâce à lui, hein, faut le Euh, dire. Enfin, il y a des acteurs oui, très ah connus bah oui, oui. dans le film, mais c'est lui qui porte le film et il a été très apprécié dans ce film-là. Mais finalement, je trouve qu'on termine très bien la semaine avec ce vendredi parce que j'ai quand même, quand j'ai préparé le programme télé, je me suis dit que j'avais beaucoup de choses à vous dire. On commence par Kev Adams, qui certes, alors en plus en deuxième partie de soirée, il y a un documentaire sur sa vie, de Ok. 23h à 1h30. Mais ça reste quand même assez original. Donc c'est pour ça que ça me paraissait Ouais, intéressant de vous c'est en vrai. parler. Sur France 2, Taratata 100% live Oh bah dis inédit donc. pour les 30 ans de Taratata. Donc en fait, c'est extrêmement rare de vous dire ça, c'est qu'on a deux spectacles vivants en prime time sur TF1 et France 2. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est rare. Et j'ai hâte aussi de vous donner les audiences quand on pourra vous les donner, parce que ça va être très très intéressant de pouvoir vous dire quel chiffre ça a fait. Et en face de ça, sur M6, Encanto, la fantastique Ah famille la vache, ah Madrigal, ouais. inédit. Ça pourrait bien être le soir pour M6 de faire un carton d'audience Ah bah face à Kev Adams complètement. et Ouais, Taratata. oui, Je complètement. pense que s'il y a bien un soir Ou où ils M6 peuvent peut être... faire quelque chose, Ouais, c'est ce ouais. moment-là. Ah, une petite première place, là, ça serait pas impossible, hein. C'est pas impossible du tout. Alors, sur France 5 en face, on a Mars Attack. Ok. J'adore déjà la case cinéma du vendredi soir de France 5 et là, c'est trop bien. Ouais. Et à noter que le blockbuster de Canal+ du vendredi soir, ce sera Creed 3, Ah oui. qui arrive donc le 3 novembre à 21h10. Ah Et bah puis top. sûrement sur les autres chaînes, il y a quand même d'autres choses intéressantes, comme sur TMC, un documentaire Harry Potter, les secrets du phénomène, Ok. qui va essayer un petit peu de nous retracer comment ce film est devenu, cette saga est devenue aussi culte. Sur TFX, Hibernatus, c'est un film avec Louis de Ah, Funès qui marche ouais, toujours très fort. complètement. Sur TF1 Série Film, À la croisée des mondes, La boussole d'or. Ok. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça peut avoir son petit public Ouais, également. ouais, carrément. Et enfin, sur Gulli, attention, c'est bien sur Gulli, l'excellentissime Truman Show Ah ouais. avec Jim Carrey. Ouais, sur Gulli le 3 novembre. Alors du coup, les audiences de cette soirée-là, on pourra vous les donner que dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, Forcément. quand on va enregistrer, on n'en sera encore pas là. Mais franchement, j'ai hâte de vous donner les audiences de cette semaine d'Halloween et de vacances. On vous le dit, les vacances, c'est toujours cool d'être en vacances, mais c'est encore plus cool quand on s'intéresse à la télé, parce qu'il y a plein de choses super chouettes. Et vraiment, encore une fois, les audiences de ces derniers jours témoignent vraiment du fort potentiel qu'a cette période de l'année. Eh ben franchement j'ai très hâte de refaire une nouvelle émission la semaine prochaine parce que le programme est vraiment fou et les audiences risquent de l'être tout autant parce que les gens vont être beaucoup devant la télé vu la météo qui s'annonce. Donc on Ouais. a vraiment hâte de vous en parler et de vous faire le Entre point la sur tout ça. météo, les Ouais, vacances, tous les gens qui sont en vacances un petit peu en même temps, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à se mettre sous la dent. complètement. Et ben écoutez, cette émission est terminée, ça y est, donc ça va être le moment des remerciements. Merci à toi David, merci à vous de nous avoir écoutés sur ce nouvel épisode
épisode. Merci de nous noter sur les applications de podcast. Merci de nous rejoindre sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, Twitter ou Facebook. Et merci aussi de nous parler, de nous dire ce que vous pensez de l'émission, savoir s'il y a des changements à faire, s'il y a des choses qui vous plaisent, des choses qui vous plaisent moins, des choses que vous n'écoutez pas, que vous passez peut-être pour ne pas les écouter. Donc voilà, n'oubliez pas qu'on est disponible aussi sur YouTube. Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les plateformes de streaming, vous pouvez nous écouter sur YouTube, sur la page Critflix. Donc voilà, écoutez, on se rejoint la semaine prochaine pour de nouvelles news, un nouveau sujet principal, de nouvelles audiences et un nouveau programme. David, à très bientôt. Eh bien, à très bientôt, avec plaisir. Allez, salut.